Merci de votre présence. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce colloque de restitution des résultats du projet 3C2A, 3 cultures en 2 ans. Donc je me présente, Pierre Goulard, je suis chef du service agroécologie à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie et je vais être donc l'animateur de cette journée co-organisée donc par les 2 chambres régionales d'agriculture Occitanie et Nouvelle-Aquitaine qui sont encore pour quelque temps pilotes de ce projet financé par le CASDAR. La journée va donc s'organiser autour de présentations donc des résultats des différentes actions du projet, présentation assurée donc par les différents partenaires du projet. Donc les intervenants de la matinée sont déjà sur la table devant vous, et ceux de l'après-midi nous rejoindront donc après la pause méridienne. Nous aurons aussi au cours de la journée des témoignages d'agriculteurs qui pratiquent la double culture. Donc nous aurons une séquence de questions-réponses avec eux juste après le repas, en tout début d'après-midi, et je les remercie donc d'ores et déjà de leur participation. Vous dire, comme vous pouvez le constater, que l'ensemble des interventions sont filmées, et donc vous aurez la possibilité de retrouver l'intégralité donc des présentations en replay. On les diffusera largement sur les sites web des 2 chambres régionales. Juste avant de lancer les présentations, je voulais juste rappeler quelques éléments de contexte qui ont prévalu à la construction de ce projet en 2017-2018. Si on fait un petit flashback, on se rappelle surtout du contexte économique qui était très défavorable à la filière grande culture depuis environ 2014, lié à la succession en fait de prix de marché très bas pour l'ensemble des grandes cultures au niveau national, et surtout en fort décrochage par rapport à la période 2009-2012. Et le deuxième élément de contexte, qui est peut-être un peu plus prégnant pour la partie Occitanie, vient des aléas climatiques qui avaient aussi entraîné des problèmes à la fois de qualité de production, mais aussi de baisse de rendement. Donc, ce projet s'est construit donc dans ce contexte de dérèglement climatique et de volatilité des prix, où l'amélioration de la rentabilité et la robustesse des systèmes de grande culture était une nécessité absolue pour les producteurs de grande culture du Sud-Ouest. Donc le projet se positionnait vraiment dans une démarche à la fois d'intensification économique des systèmes de culture, mais aussi d'intensification écologique, en recherchant à maximiser la couverture des sols à des périodes où ils seraient nus et potentiellement sujets soit à la dégradation, soit à la perte d'éléments nutritifs. Donc c'est dans ce contexte, et avec la détermination de Lionel Aletto, qui travaillait à l'époque à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie, et de Sébastien Minette pour la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, qu'un consortium et un partenariat s'est structuré, et que sous leur plume, le projet double culture, opportunité, faisabilité et multiperformance de cultiver 3 cultures en 2 ans a été rédigé et a été lauréat donc de l'appel à projet CASDAR Innovation et Partenariat en 2018. Donc Lionel Aletto, qui a aujourd'hui rejoint l'INRAE, s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, mais je vais donc laisser la parole à son alter ego sur le projet, Sébastien Minette, accompagné de Nicolas Ferrand, pour la première présentation de cette journée, et nous rappeler les objectifs du projet et les différents dispositifs d'acquisition de référence. Sébastien, tu as 20 minutes. Eh bien, bonjour à tous. Donc Sébastien Minette, Pierre a fait la présentation. Donc je vais vous rappeler les grandes caractéristiques en fait du projet 3 cultures en 2 ans. Donc le plus souvent nous on l'appelle 3C2A parce que sinon le nom est un peu long. Donc voilà. Ne soyez pas surpris si je l'appelle 3C2A. Alors ça a commencé en 2018 sur la réflexion avec Lionel, mais ça avait commencé nous en Nouvelle-Aquitaine aussi, enfin en nord Nouvelle-Aquitaine, en Poitou-Charentes dès 2010-2011. Où on avait des agriculteurs un peu farfelus qui commençaient à faire du sarrasin en dérobé. Donc tu as rappelé le contexte économique qui était particulier. Il y avait aussi le fait de faire des protéagineux, qu'on récolte souvent un peu plus tôt. Et les protéagineux, vous le savez, ont des marges qui sont parfois pas très bonnes. Donc la double culture nous permettait d'augmenter en fin de compte cette marge.
Et la grosse question qu'on se posait, ben, voilà, est-il possible de cultiver 3 cultures en 2 ans? C'est-à-dire de transformer une culture, un couvert végétal, en culture récoltable. Donc juste pour vous rappeler, mais vous le savez bien, les cultures qu'on va viser nous, enfin, les dérobées graines, c'est par exemple, après un blé, une orge ou un pois, de mettre une culture. Donc on va revoir après, tout au long de la journée, tout ce qu'on peut mettre, donc tournesol, soja, sarrasin, sorgho, mais de mettre une dérobée qu'on va pouvoir, qui va avoir un cycle assez court et qu'on va pouvoir récolter, avant une culture d'hiver ou de printemps. Alors, beaucoup de questions se sont posées à nous. Donc je vous les remets là en vert. C'est quelles espèces sont possibles, quelle conduite culturelle, quelle faisabilité réussite, les intérêts environnementaux, c'est-à-dire que les couverts végétaux, c'était quand même au départ pour un intérêt environnemental fort qui était la qualité de l'eau. Donc il ne fallait pas quand même dégrader cet intérêt-là. Quel intérêt économique pour l'agriculteur ou la structure qui l'accompagne? Quid du changement climatique? Est-ce que notre pratique, d'ici 20 ans, 30 ans, sera toujours opérationnelle? Et voilà. Enfin, de répondre à la question, c'est opportunité ou utopie. Alors, vous verrez que la réponse n'est pas toujours facile à trancher. Alors, ce projet, il consistait à expérimenter différentes possibilités de double culture. Donc là, aujourd'hui, on va principalement vous présenter les cultures dérobées, mais il y a eu aussi des essais sur ce qu'on appelle le relais cropping. Alors, je vais revenir juste après, je vais finir ma présentation. On a toujours 10 minutes de questions qu'on fait après chaque exposé. Bon, rapidement, parce qu'on s'en y reviendra pas, parce qu'on ne va pas l'aborder après. Le relais cropping, en fait, vous implantez une première culture d'hiver, vous laissez la place pour implanter une deuxième culture dans son rang au printemps. Vous voyez? Donc on implantait par exemple une orge ou un blé en rang, et après on venait implanter le soja dedans. On récoltait le blé, le soja, on écrasait un peu de soja, mais il pouvait se développer, on récoltait plus tard. Voilà. Donc c'est des techniques qui sont toujours en cours d'expérimentation. Donc voilà, sur les différentes possibilités de double culture, on a parlé aussi d'espèces. Donc acquérir des connaissances sur la phénologie des espèces, parce que c'est des espèces qui sont aujourd'hui, quand on parle de sarrasin, cameline, alors le soja on le connaît en culture principale, mais en culture dérobée on peut avoir aussi un changement de la phénologie, enfin du cycle de culture. Donc il fallait acquérir des connaissances un peu plus conséquentes sur ces espèces-là. Paramétrer des modèles, vous verrez qu'on a utilisé aussi l'expérimentation, comme moi je la qualifie d'expérimentation virtuelle, mais qui est une expérimentation qui permet d'aller explorer des scénarios climatiques un peu plus lointains. Et puis bien sûr, on a agrégé tous ces résultats pour faire une évaluation multicritère. Alors, Pierre l'a rappelé, le projet a été conduit sur 2 régions, donc Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc on monte jusqu'à Poitiers, on monte jusqu'au nord. Pour vous, le nord, qui est pour nous le milieu de la France. Donc 2 régions, 15 partenaires, donc des instituts de recherche, instituts techniques, des coopératives et beaucoup de chambres d'agriculture. Le projet s'est conduit sur 4 années et demie et a été financé par le CASDAR. Alors ces 4 années et demie nous ont permis d'avoir 4 campagnes d'acquisition de référence. Voilà, pour avoir des données assez robustes. Alors, juste pour vous décrire le projet, ce sera la seule partie un peu moins technique, hein, mais c'est intéressant que vous compreniez quand même comment s'est déroulé le projet. Donc on avait 5 actions complémentaires, un réseau de parcelles que nous on appelait parcelles suivies chez des agriculteurs. Donc ça c'est la vraie vie. Donc on a suivi 185 parcelles, où ça a marché, où ça n'a pas marché. Donc on a les résultats. On avait en parallèle un réseau d'expérimentation, ce qu'on a appelé un réseau en station expérimentale, donc soit par la Chambre régionale Nouvelle-Aquitaine, soit par l'INRAE ici, soit par Terrinovia. Donc on a eu 12 expérimentations, donc 12 essais en station, donc ça a couvert 101 modalités suivies. On a fait de la modélisation, donc ça c'est principalement l'INRAE Hausville. Donc voilà, autour de 5000 simulations réalisées. Et d'ailleurs, on a fait l'évaluation technico-économique. Donc ça, c'est les différentes actions. Vous voyez ces 5 actions-là. Et bien sûr, aujourd'hui, en fait partie une action de transfert et de communication. Bon, on va faire ça à double voix, ça soit moins monotone. Bonjour à tous, donc Nicolas Ferrand. Alors, tout d'abord, je vais faire un point sur le climat qu'il a fait pendant ces 4 étés. Alors là, en été 2019, il a fait des températures plutôt proches des normales, ainsi que la pluviométrie.
un peu plus sec en Poitou-Charentes et dans la région toulousaine, mais dans le sud-ouest, c'était plutôt des conditions non limitantes. En 2020 et 2022, par contre, il y a eu des gros déficits de pluie par rapport au normal, donc dans tout le sud-ouest. Et en 2021, des pluies supérieures au normal dans l'ensemble, des températures également en retrait, mais qui étaient non limitantes. Donc en 2021, il y a eu des récoltes plus tardives que la normale, ce qui a décalé un peu les semis des cultures dérobées. Maintenant, je vais vous parler de l'action 1 du projet, donc le réseau de parcelles chez les agriculteurs. Donc, nous avons demandé diverses informations aux conseillers qui étaient chargés de suivre les parcelles. Donc, la description du sol, l'itinéraire technique complet des parcelles, les informations qualitatives sur la culture, levée, bioagresseurs, adventices, etc. Le rendement final, plus les données d'humidité, les données météo. Et en parallèle, nous avons aussi fait quelques enquêtes pour des parcelles qui étaient non suivies, mais qui ont été quand même semées par les agriculteurs. Et chaque année, il y avait une analyse annuelle de chaque parcelle et un envoi au conseiller et à l'agriculteur une fiche récapitulative. Et cette année, nous avons fait une synthèse des 4 années de suivi. Alors en 2019, il y a eu 29 parcelles semées, avec principalement soja, tournesol, maïs. Il y a eu aussi quelques parcelles de cameline, chia et sarrasin. En 2020, le maïs a disparu. Enfin, il n'a pas été semé par les agriculteurs. On s'est aperçu qu'en cycle, ça passait, c'était très juste, qu'il n'arrivait pas. Les parcelles de 2019 n'étaient pas arrivées à maturité. Donc il y a eu principalement, pour 3/4 des parcelles, du soja, du tournesol et du sarrasin. En 2021, il y a eu une diminution du nombre de parcelles à cause des dates de semis plus tardives que la normale. Et en 2022, 35 parcelles, donc une augmentation grâce à l'inverse des récoltes bien plus précoces que d'habitude. Et pour moitié, c'était du tournesol. 1/4 de soja et quelques parcelles de maïs sarrasin, sorgho. Alors, je vais vous présenter quelques exemples de parcelles. Donc ici, une parcelle de sarrasin en Charente-Maritime, avec un précédent pois potager, semence, semis au 26 juin 2022, donc conduite en sec, pas d'irrigation, qui a eu une récolte au 11 octobre et un rendement de 5 quintaux par hectare. Ensuite, une parcelle de tournesol dans le Gers. On voit les photos à différents stades. Un précédent colza semence. Donc, le colza semence, il a la particularité d'être fauché et endainé, donc avant maturité, ce qui permet une récolte très précoce. Donc là, le semis du tournesol s'est fait le 10 juin. Une conduite irriguée, 135 mm d'irrigation, ce qui a ajouté aux pluies 65 mm. Donc au total, il y a eu au moins 200 mm d'eau, ce qui est suffisant pour le tournesol. Une fertilisation de 46 unités, récolte au 15 octobre, et donc un très bon rendement de 20 quintaux par hectare. Ensuite, une parcelle de millet en Deux-Sèvres. Donc, il y a eu très peu de parcelles de millet dans le projet, c'est une des seules. Un précédent blé tendre, semis au 20 juin, en semis direct. Récolte au 28 octobre et rendement de 16 quintaux. Donc, pour du millet, c'est très bien. Des pluies entre 15 juin et 15 septembre,
130 mm. Bon, avec des orages, ça a pu être un peu plus. Alors, sur l'ensemble des 4 années du projet, il y a eu 145 modalités semées. Donc, sur ce graphique, on voit le nombre de modalités semées pour chaque culture et celles récoltées. Donc, en bleu, les semées et récoltées en rouge. Et les ensilages, c'est soit des fourrages, soit des cives, des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Pour le soja et le tournesol, il y a eu quasiment les 3/4 des modalités récoltées. Oui, j'appelle modalités toutes. Il pouvait y avoir sur plusieurs variétés ou travail du sol différent sur une parcelle. Donc soja, tournesol, 3/4 de modalités récoltées. Pour la cameline, la moitié. Et pareil pour le sarrasin. Le soja et le tournesol, c'est ce qui a marché vraiment le mieux dans le projet. Et le sorgho aussi, à peu près un peu plus de la moitié des modalités récoltées. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a jamais 100% de réussite. Donc, nous allons présenter les clés de réussite de chaque culture, surtout du tournesol et du soja, au cours de la journée. Et les cultures dérobées sont vraiment des cultures opportunistes. Donc on n'est pas sûr de récolter quand on sème. Alors, je vais parler de plus spécifiquement de 2022. Donc dans ce tableau, on voit le nombre de modalités pour chaque culture. Donc principalement du tournesol, 14. Et le rendement qu'il y a eu en fonction de la quantité d'eau que la parcelle a reçue. Donc cumulé, irrigation et précipitation. Donc avec moins de 150 mm, le tournesol a fait entre 3 et 8 quintaux par hectare. Le sarrasin 4 et le millet, il a fait 16 quintaux. Et avec plus de 150 mm, donc le tournesol entre 13 et 26, le soja entre 15 et 30. À noter qu'il n'y avait pas de soja récolté avec moins de 150 mm d'eau. Le maïs grain, 49 quintaux. Le maïs doux, 14 tonnes. Et le sorgho, 50 quintaux. Bon, il y avait une seule parcelle de sorgho. Et le maïs doux est un peu particulier. C'est une culture qui ne se récolte pas complètement sèche, donc il y a un cycle très court. Et qui est cultivé surtout dans les Pyrénées-Atlantiques. Sur les 35 modalités semées, il y en a eu 26 récoltées, dont 18 qui ont été travaillées, et 7 en semi-direct. Et sur ces 20 récoltés, il y en a eu 19 irriguées. Ensuite, sur les 9 modalités non récoltées, donc toutes s'étaient presque pas développées. Donc elles n'avaient pas reçu d'irrigation. Certaines années, on a eu des cas de maturité non atteinte, notamment en 2019 et 2021, où il y avait eu des semis plutôt tardifs, et aussi des conditions plutôt humides à l'automne, et parfois des récoltes impossibles, soit parce qu'il y avait la culture était arrivée à maturité, mais il n'y a pas eu de bonnes conditions pour récolter, soit il y avait trop d'adventices dans la parcelle. Je vais redonner la parole à Sébastien. Merci Nicolas. Donc Nicolas vous a présenté en fait l'action 1, donc un extrait des résultats de l'action 1, donc ce suivi de parcelles. Vous voyez déjà que le facteur limitant, il y a certains facteurs limitants qui apparaissent, en particulier l'accès à l'eau. L'action 2, je vous ai dit, c'est plutôt des réseaux, enfin c'était des expérimentations en micro-parcelles, en station expérimentale. Et le but a été de tester d'autres espèces, voire d'autres variétés que ceux qui avaient été mises chez les agriculteurs. Et c'était d'acquérir d'autres, bien sûr, des références supplémentaires. C'est là où on a observé les cycles des cultures, date de levée, floraison, leur précocité, voir si le cycle
enfin, si on a des dates de récolte qui n'étaient pas trop tardives, parce qu'en fait, nous, on veut de l'eau au début pour que ça pousse, et on veut plus d'eau à la fin pour récolter. On est un peu à contre-saison, vous imaginez bien que le climat est tout le contraire. On voulait voir aussi la tolérance à la sécheresse des différentes espèces, et bien sûr la tolérance aux maladies, aux insectes, parce que dans la plupart des cas, ces cultures sont conduites avec un bas niveau d'intrants. Donc, juste pour vous donner un petit peu la liste des espèces qui ont pu être testées, alors je ne parle même pas des variétés à l'intérieur de ces espèces-là, par exemple la cameline, on a testé 3 variétés, mais dans les crucifères, cameline, radis fourragé, moutarde brune, on avait bien sûr le sarrasin, on a testé 3 variétés aussi, le kia, dans les graminées, toute une petite cortège de graminées, donc allant de l'alpiste à l'avoine de printemps, à cycle très court. On avait toujours en tête aussi de pouvoir récolter des légumineuses à cycle très court, comme le lupin, on a le lupin de printemps, on a testé du fenugrec, la variété mougli en pois de printemps, qui est une variété extrêmement courte, de la lentille et du soja. Alors et du quinoa, un peu de tout. Alors si je prends juste les résultats dont on s'est occupé avec Nicolas dans le Nord Nouvelle-Aquitaine, juste pour vous donner un petit aperçu, voilà, déjà ce qui ne passe pas d'un point de vue cycle. Bon, on pouvait s'en douter, mais au moins on l'a retesté pendant 2 ans. On a eu des surprises, le pois de printemps aurait pu passer, mais on a des problèmes de maladie, c'est-à-dire qu'il lui aurait fallu faire 1 voire 2 fongicides. On a testé un soja, alors on a testé le quadruple zéro, donc c'est vraiment le plus précoce du plus précoce, avec le semencier de Leplanck. Et ben en fait, on a su le récolter, mais avec des rendements, des rendements qui étaient pas terribles. Et quand même avec entre 30 et 60 mm d'irrigation. Sachant que sur le Nord Nouvelle-Aquitaine, on est sur un contexte, vous l'avez entendu, on entend souvent parler à la télé en ce moment du Nord Nouvelle-Aquitaine, on est sur un contexte d'accès à l'eau qui est problématique. Donc chez nous, l'irrigation, voilà, on regarde plutôt des choses qui poussent sans eau. Et donc, si on prend le contexte Nord Nouvelle-Aquitaine, voilà, on s'est après orienté sur d'autres cultures à cycle très court, voilà, cameline, sarrasin, alpiste mohamillé, et pourquoi pas certaines variétés de tournesol. On va revenir après sur l'action 2, et on va revenir aussi sur l'action 3 que je vous présente maintenant, qui est la fameuse expérimentation virtuelle par modélisation. Donc le but de cette expérimentation virtuelle, c'était en complément des mesures réalisées sur les essais en station, d'estimer par simulation les bilans azotés, hydriques obtenus sous ces différentes cultures pour voir si on remplissait toujours le rôle agroécologique ou le rôle environnemental de ces couverts végétaux. Grâce aussi au modèle, donc le modèle qui était utilisé était le modèle STIX, mais on va y revenir, on voulait étudier les effets de différents scénarios de changement climatique. Est-ce que dans quelques années, on va pouvoir continuer à faire cette double culture, ou alors on arrête dès maintenant parce que le climat va être complètement défavorable. Donc ça, on y reviendra par la suite. Juste pour vous montrer la complémentarité, vous avez bien ces 3 actions qu'on vient de vous présenter brièvement, qui sont complémentaires, qui nous ont permis derrière de faire l'évaluation multicritères et d'apporter une réponse, oui, non, on y va, ou si oui, avec quelle culture, ou non pour les autres. On a élaboré un certain nombre de préconisations aux clés de la réussite. Alors vous en retrouvez une bonne partie dans le guide qui vous a été remis à l'entrée. Et puis en termes de la 5e action, qui est le transfert communication, qui est une action qui est réalisée dans tout ce genre de projet, vous allez retrouver une grosse partie des résultats, voire la totalité des résultats sur la page du projet sur le site de la Chambre. Donc il y a un site Occitanie, il y a un site aussi en Nouvelle-Aquitaine. Donc chez nous, ça s'appelle la plateforme Rhine. On a réalisé des journées techniques de présentation des résultats, donc une à Haussville en 2020, une à Lusignan en 2020. Il y a eu ces résultats ont été présentés dans différentes conférences. Il y a eu 3 webinaires de réalisés, 3 articles de réalisés, donc un dans le Field Crop Research qui est publié et un qui est en cours de relecture, un article dans la presse agricole, et puis donc un colloque de restitution aujourd'hui. Et dans les livrables techniques, vous allez retrouver, donc qui vont être mis prochainement en place, qui seront mises prochainement sur le site, des fiches techniques, en particulier sur les 3 cultures principales, soja, tournesol, sarrasin. 2 vidéos qui ont été réalisées, donc un témoignage d'agriculteur et un exemple de parcelle suivie.
le diaporama de tous ces résultats-là et ce fameux guide qu'on vous a remis à l'entrée. Et donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la journée. Après chaque intervention, on va prendre un petit temps pour poser des questions. Bon, même si j'ai déjà répondu au relais cropping, mais on peut redébattre. Merci Sébastien. Alors, oui, si on peut applaudir, bien sûr. Alors, on prend quelques questions. On a 5 minutes, voilà, pour répondre à quelques questions. Qui veut se lancer? Alors, si vous pouvez vous présenter, voilà, avant de poser votre question. Bonjour, Jean Garino, conseiller spécialisé en agriculture bio à la Chambre du Gers. Voilà, j'aurais aimé savoir si vous avez regardé un petit peu le lien entre les résultats en matière de rendement obtenus, mais aussi les RFU des sols. Parce que tout à l'heure, le collègue a présenté la partie climato, sauf que sur le même territoire, on peut avoir des sols à 60 mm et puis d'autres à 250 mm. Merci. J'essaie de faire une réponse. On a regardé l'accès à l'eau. Alors, on a fait des bilans. On n'a pas regardé réellement la RFU parce que c'est difficile à appréhender, c'est difficile à apprécier. Donc, réellement, non, on n'a pas été faire une expertise de RFU. On l'a sur les sites en station expérimentale, mais sur les suivis agriculteurs, on n'a pas été expertisé la RFU. On a plutôt regardé l'eau qui était soit apportée par l'irrigation ou soit par les pluies. Donc, ces fameux cumuls d'eau. Il y a eu un bilan, mais c'est plutôt un bilan P-ETP qui est fait au moment du SMI. C'est-à-dire qu'on a regardé si au moment du SMI, les jours précédents avaient permis de recharger en eau ou de déstocker. Mais on n'a pas regardé en tant que tel, on n'a pas fait de corrélation, savoir si c'était des sols entre guillemets superficiels, moyens ou profonds, et la réussite. Et honnêtement, je ne suis pas sûr pour l'avoir fait dans d'autres projets. Souvent on a une grosse patate parce que ça dépend beaucoup des orages ou de l'accès à l'eau. Dès que tu as des sols superficiels mais tu as un accès à l'eau, tu feras des meilleurs rendements que sur des sols profonds où tu n'as pas d'eau. Oui. Oh oui, on est là pour discuter. Juste une remarque. En fait, cette question-là, on peut avoir une incidence très forte de la RFU, notamment sur tous les résultats que vous avez produits en sec. Alors, c'est pas toujours facile à expliquer. Le climat, certes, compte pour beaucoup. Quand on regarde les courbes, c'est surtout la partie la plus atlantique d'Occitanie qui a été favorisée. Et au niveau économique, je pense que ça va être avec de fortes conséquences. Mais peut-être pour proposer ou envisager des modèles de culture dérobée, moi, il me semble que avant de le communiquer, ça aurait été un atout important de pouvoir rappeler que ces cultures-là sont plutôt réservées aux sols qui permettent de compenser le déficit hydrique, puisque dans des sols à faible réserve utile, enfin, nous, dans le département du Gers, on n'est pas très favorisé par la climato, notamment l'été, on sait que presque systématiquement, on vend dans les murs. C'est une remarque très pratique. Alors, je suis partagé parce que... tu nous arrêtes quand il faut arrêter. Je viens aussi du Nord, Nouvelle-Aquitaine, où les sols sont plutôt à réserve utile faible. On est entre 70 et 85, plus le vent. On n'est pas non plus trop favorisé là sur Niort, Poitiers, La Rochelle. Même si c'est joli, on n'est pas favorisé au niveau des sols. Mais pourtant, depuis 2010, les agriculteurs ont commencé à faire ça. Et on est vraiment sur de l'opportunité. Ça passe ou ça passe pas. L'idée, c'est si ça passe pas, de toute façon, on fera un couvert. Alors, on est aussi sur là-haut, une région où on est à 100% direct nitrate, 100% d'obligation. Donc 100%, de toute façon, il faudra couvrir les sols. Donc il faudra investir dans un couvert végétal. Donc l'idée, c'est on se dit que pour une fois, je privilégie un objectif, j'investis dans telle semence, je ne fais pas ça sur la totalité de ma parcelle, mais... Et de dire à tout le monde que les sols en dessous de 50 mm, 60 mm, il ne faut pas le faire, sachant que derrière un ou deux orages sur ce type de culture-là, on a vu que des fois un ou deux orages suffisaient à faire lever, comme du sarrasin, comme du millet. Ils ont des besoins en eau qui sont extrêmement faibles. Donc derrière, moi j'ai envie de presque pas me l'interdire, mais voir ça vraiment comme une opportunité. C'est-à-dire que je ne mettrai pas ma main à couper que je vais le récolter. On l'a vu dans les chiffres. D'ailleurs, dans les premiers chiffres qu'a présenté Nicolas, on ne vous a pas présenté toutes les clés. Vous avez dû vous dire, ah oui, c'est sûr, on récolte les 3/4 du soja et du tournesol sont récoltés, mais c'est vrai que c'est des cultures où il y a de l'irrigation. Le sarrasin et la cabine, dans 50% des cas, je ne le récolte pas, mais c'est des cultures qui sont conduites en sec. Donc c'est vrai qu'on prend un risque, mais de là, je vois bien
le côté précaution qu'on peut prendre avec la RFU, mais à ce moment-là, on va flinguer une bonne partie de certaines régions. Sur Poitou-Charentes, l'ex-Poitou-Charentes, 33% de notre SAU cultivé, c'est des argilo-calcaires superficiels. 33%, un tiers. Et c'est pour ça qu'on a des débats sur l'eau. Oui, je voudrais un peu rebondir sur le fait que ce que vous sous-entendez, c'est que finalement, il y a... Ah oui, pardon, excusez-moi, Franck Michel, Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Ça sous-entend qu'il faudrait... Enfin, moi, je peux dire que quand il y a des faibles réserves utiles, quel est le rôle de l'irrigation pour les faire lever les couverts? C'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut se la poser. Vous savez bien que dans le Nord, il y a un débat là-dessus. Moi, je trouve que c'est peut-être une utilisation plus intelligente de l'eau que de, par exemple, garder des volumes pour faire lever un couvert s'il n'y a pas d'orage. Donc, on est dans l'opportunisme et l'économie. Et du coup, c'est mieux que du maïs grain, quoi. Voilà, donc je voulais nuancer un peu l'idée qu'avec l'irrigation, on peut aussi piloter des filières et des couverts. Voilà. Bon, le sujet sur l'accès à l'eau est lancé. Christelle. Bon, n'hésitez pas à parler à Franck, c'est lui qui est en première ligne avec Sainte-Soline. Donc, Bonjour, Christelle Carpentier, élue Chambre d'agriculture d'Haute-Garonne. Je voulais savoir si dans votre rapport technico-économique, vous prenez toutes les cultures, c'est-à-dire la culture d'hiver, le rendement qu'il y a eu, tout ça avec les précipitations, le coût d'implantation, etc., plus le dérobé. Parce que moi, quand je vois 5 quintaux de sarrasin, je me dis, je ne me paye même pas la moissonneuse. Donc, ça ne vaut pas le coup d'y aller. Et après, j'imagine, c'est tout en conventionnel, c'est pas en bio, ce que vous avez fait. Alors, les deux. Il y a eu les deux. C'est un projet qui est ni bio ni conventionnel. En majorité, je n'ai pas le total, on peut en revenir maintenant, mais il y a eu des parcelles dans les deux cas. Le coût économique, on va revenir dessus tout à l'heure, il me semble sur certains exemples. Vous allez voir qu'on a commencé à élaborer des graphiques, mais vous en avez quelques-uns aussi dans la brochure, qui permettent de se positionner, c'est-à-dire qu'en fonction du prix de vente, vous avez le rendement qui va vous permettre d'être à zéro, quoi. Donc après, c'est une estimation. Mais c'est sûr que 5 quintaux, vous êtes si on prend les courbes qu'on a établies, 5 quintaux, vous êtes à la limite. Il faut au moins vendre 500 € tonne. C'est hors main d'œuvre. À 5 quintaux, je suis entièrement d'accord avec vous. Non mais, on est bien. De toute façon, il fallait l'expertiser. Ce projet-là vise à expertiser la technique. Est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? Moi, il y a certaines régions Nord-Nouvelle-Aquitaine, je reviens sur ce contexte que je connais un peu mieux, où certaines zones de Nord-Nouvelle-Aquitaine, on a dit clairement aux agriculteurs, ne le faites pas. Il vaut mieux faire un bon couvert végétal, et je suis bien placé aussi pour parler des couverts végétaux, il vaut mieux faire un bon couvert végétal qui va vous ramener de la fertilité dans votre sol, le restituer au sol, plutôt que de vous embêter à faire une culture que vous allez tenter de récolter et qui va être récoltable une année sur 10. Donc là il faut être clair là-dessus, mais il fallait l'expertiser. Voilà, et l'intérêt du projet et des présentations qui vont suivre, ça va être justement d'identifier les clés de réussite pour pour orienter et conseiller efficacement les agriculteurs dans cette voie. Et à contrario, quand vous faites 20 quintaux en soja dans les Pyrénées-Atlantiques ou 16 quintaux en millet, l'agriculteur, je connais bien parce que c'est moi qui l'ai suivi, le 16 quintaux en millet, il était content, il m'a dit merci. Mais c'est de l'opportunité. Alors, une dernière question peut-être avant de passer à la présentation suivante. Alors, j'en ai une. Pour rebondir sur ce que disait Christelle tout à l'heure sur le relais cropping, puisqu'effectivement, à l'origine du projet, les deux techniques avaient été envisagées en matière d'études ou de réflexion. Beaucoup d'éléments du projet se sont appuyés sur les résultats d'agriculteurs. Comment vous percevez l'évolution de cette technique auprès des agriculteurs, voilà. Et cette orientation forte finalement vers la double culture et assez peu vers le relais cropping? Ouais, donc c'est une bonne question. Alors, mais tu peux appeler des amis, je sais pas. Non, mais je peux, oui. Alors on avait imaginé cette technique-là dès le départ. C'est vrai peut-être qu'elle avait plus le vent en poupe en 2017-2018. Je crois qu'il y a quelqu'un d'Arvalis, mais donc Arvalis avait rejoint en particulier le projet. Je sais plus. Oui.
Alors Wallis avait rejoint le projet au départ parce qu'il y avait aussi des essais en fait relais cropping à Surgères, donc en Charente-Maritime, dans le nord de Nouvelle-Aquitaine. Bon, la personne est partie, donc les essais sont un peu tombés. Donc voilà. Donc il y a une partie des essais, on les a laissés tomber. Il y a des essais qui ont été conduits quand même pas mal ici. Gilles, à l'INRAE d'Oswil, quand même. Alors, on pourra remettre des conclusions, mais la technique, elle est quand même mise un peu de côté parce que délicate à conduire et avec des résultats qui n'étaient pas satisfaisants. Les résultats qu'on a eus, c'est que sur les premières années du projet, 2019-2020, on faisait plus en dérobé, graines, le fait de faire plus sur la culture principale et plus sur la culture dérobée que le relais cropping en tant que tel. Quand on comptait la mise en œuvre et tout ça, il fallait avoir le matériel. On dégradait quand même, vous faisiez un peu moins de rendement avec le relais cropping parce que la culture principale, elle était en rang et pas en plein. On dégradait légèrement, on pouvait dégrader la culture secondaire quand vous récoltiez la culture principale parce qu'elle était déjà implantée. Donc, bon. C'est vrai qu'à terme, on a plus ou moins abandonné le relais cropping. Donc, on a beaucoup moins de résultats sur le relais cropping. Parfait. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'entend plus trop parler dans la nature. Ah, j'avais dit que c'était la dernière. Bonjour, je suis Antoine Desbiaux du Gers, Antoine Laslamarty. Oui, donc je comprends bien le fait que le relais cropping était moins intéressant dans une situation, on va dire, idéale où on réussisse à dérober. Est-ce qu'il était par contre pas plus moins, on va dire, moins opportuniste et plus constant en termes de résultats? Alors, c'est toi qui l'as plus étudié. Ouais, non, mais c'est bien. Ouais, j'apprécie la passe. Du coup, oui, on a pas mal expérimenté sur Roseville. Est-ce que les résultats sont plus constants? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que en fait, il y a un point sensible qui est l'implantation. L'implantation, elle n'est pas forcément toujours bien réussie. Et c'est un peu en lien avec le fait de devoir irriguer, en fait. En fonction des conditions, le blé prend toute la flotte, enfin le blé ou la culture qui est la culture précédente. Et donc on se retrouve avec une difficulté au départ de devoir irriguer le système pour pouvoir bien implanter le soja. Et nous, c'était du soja sur les expérimentations qu'on a réalisées. Et donc, c'est pas forcément constant. Le deuxième point, c'est le choix variétal. Mais bon, on en parlera peut-être un petit peu plus cet après-midi, qui conditionne quand même pas mal les résultats finaux, quoi. Un relais par rapport à un dérobé? Alors le coût de la mise en œuvre, je ne pense pas qu'il soit beaucoup plus élevé, non? Non. parfait, merci de ce complément, Gilles. Ok, on en reste là pour cette première présentation. Les débats sont déjà très intéressants.